Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler Covid long. Vous savez qu'on a été... il y a eu une pandémie terrible qui s'est abattue sur le monde entier. Alors on pourrait dire en janvier 2020, mais il y a eu des cas déjà même en octobre et décembre 2019. L'Europe a beaucoup participé, vous savez, avec ses achats groupés de vaccins, pour répondre à cette maladie du Covid-19. Mais d'une part, il y a eu des effets dans le cas du Covid long, donc des gens qui ont pris cette maladie et qui ont déclenché des symptômes. Et à l'époque, on ne savait pas grand-chose sur ce virus. Donc, on a appelé ça, parce qu'on aura des témoignages, et vraiment, je vous remercie d'être là, de personnes qui ont été contaminées par ce virus et qui ont déclenché des symptômes, et ils sont toujours là, ces symptômes. D'où cette appellation du Covid long. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi vous avez créé une association, pourquoi vous avez fait cette étude et quelles conclusions on peut en tirer. Mais je voudrais présenter ma collègue Anne-Sophie Pelletier, qui est très sensibilisée sur ce sujet. Vous savez qu'il y a eu une commission spéciale sur le Covid et on a essayé d'en savoir plus d'ailleurs sur cette maladie, d'avoir plus accès à la transparence des contrats qui ont uni la Commission européenne, les États membres et les laboratoires pharmaceutiques. On n'a toujours pas accès à ces contrats d'ailleurs. On va vous expliquer pourquoi on a voulu organiser ce hearing, hein, ces auditions sur cette problématique-là. Alors, à toi. Merci Michel de m'avoir invité aussi, et merci à Charlotte et Valérie. Parce que moi, j'avais vu votre étude le 29 septembre à Bruxelles, et c'était extrêmement touchant. Comme je disais tout à l'heure, c'est Valérie qui a lu tous les témoignages, me semble-t-il, pendant cette conférence, et c'était extrêmement touchant. Il y avait aussi des témoignages de soignants, notamment, d'aides-soignantes, d'infirmières, touchées par le Covid long, ces premiers de cordée pendant la pandémie, et qui ont déclaré ces symptômes et qui aujourd'hui ne sont pas reconnus en tant que Covid long, sont presque mises à la porte de leur métier qu'elles aiment. Et en tant qu'ancienne soignante, je ne peux être que touchée par ces témoignages. Et c'est vrai, comme le dit Michel, il y a eu une enquête ici au Parlement européen qui, je pense, les députés ont fait ce qu'ils ont pu, en tout cas, pour arriver à des réponses. Mais je pense que nous devons avoir de la transparence vis-à-vis de nos concitoyens européens. Et le Covid long, il faut en parler parce qu'on en parle trop peu, mais vous allez nous expliquer aussi toutes les difficultés et le parcours du combattant pour les malades atteints de ce Covid long. On en parle assez peu, et pourtant ça existe. Et je crois que, oui, nous devons aussi mettre les gens au courant de ce qui se passe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le fait de voir que vous avez fait une étude et que ça a un peu été système D et que c'est encore système D pour les patients atteints d'un Covid long. Et bravo à vous, bravo aux associations que vous montez. Je sais qu'il y a eu des groupes Facebook aussi qui ont été montés pour se soutenir et être ensemble. Je me souviens de cette jeune femme pendant le colloque qui disait on a commencé petit, on a monté un groupe Facebook et après on allait voir nos médecins, et je pense qu'on va parler aussi la méconnaissance de ce Covid long par les médecins, la non-formation des médecins au Covid long, parce que c'est une nouvelle maladie, c'est des nouveaux symptômes, et on veut toujours tellement faire rentrer les gens dans les cases que même être diagnostiqué Covid long, ça devient compliqué, mais vous allez nous le dire. Et merci à vous. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je vais commencer, mais donc un grand merci à vous aussi de pouvoir ici faire porter un peu la parole des patients qui ont le Covid long. Donc dans le cadre du colloque, c'est vrai qu'on a été amené à pouvoir présenter un petit peu le point de vue des patients à ce moment-là. Et donc l'idée a germé au sein de notre association de pouvoir réaliser un questionnaire à destination des patients pour pouvoir aller un peu au-delà des symptômes. Donc beaucoup de communication avait eu lieu sur tiens, quels sont les symptômes du Covid long, et nous on a voulu avoir une parole qui pouvait avoir plutôt une connotation au niveau du milieu médical, professionnel, relationnel, familial, et de voir vraiment quel était l'impact à ce niveau-là.
Et donc, il y a un questionnaire qui a été réalisé, qui a été transmis entre juillet et septembre 2023 à des patients qui avaient le Covid long. Alors, dans ce questionnaire, excusez-moi, le propre du Covid long, c'est de parfois perdre ses mots. Et donc là, je vous demanderai un peu d'indulgence parce que parfois, ça part un petit peu. Mais donc, ce questionnaire, en fait... il a été envoyé à la plupart des personnes sur le groupe Facebook. Il y a des médecins qui ont relayé aussi ce questionnaire-là, des médecins qui ont une grande patientèle de Covid long qui ont pu l'avoir. Et puis par le bouche à oreille également, on a pu le représenter. On va reprendre un peu, voilà. Donc l'enquête a été menée... Il n'y a pas de souci. Voilà, donc le questionnaire, en fait, on a vraiment dû pouvoir, dans la réalisation et la mise en place de ce questionnaire, il a fallu faire attention à pas mal de choses. Il y a plusieurs équilibres déjà à pouvoir voir parce que on se retrouve avec des patients qui n'ont pas énormément d'énergie pour pouvoir répondre, qui ont déjà dû répondre à pas mal de questionnaires. On se retrouve avec des personnes qui ont créé le questionnaire et du coup les chercheurs qui ont également très peu d'énergie à dépenser à ça. Et donc on a essayé de le faire le plus facile avec des questions qui étaient fermées. Et puis après seulement, les personnes avaient l'occasion de pouvoir échanger un petit peu plus sur leur vécu. Donc on a abordé plusieurs aspects. Donc il y aura toutes les données sociodémographiques, les aspects médicaux, les aspects en lien avec le travail, les aspects financiers, sociaux et familiaux, et puis après les demandes et vraiment les recommandations que les patients aimeraient vraiment qu'on puisse entendre. Il y a 21 personnes qui ont répondu en Belgique. Et puis, on a pu transmettre ce questionnaire-là dans les pays francophones également, pour lesquels on a aussi eu des réponses. Et dans l'ensemble, après analyse, on remarque vraiment une grande similarité au niveau des résultats. Voilà, donc au niveau du profil social des personnes qui sont les malades du Covid long, mais on se retrouve en fait avec une grande majorité de femmes qui sont représentées à 82% ici. Les personnes qui ont répondu ont un âge moyen de 46,7 ans, à savoir qu'on s'est retrouvé avec des réponses pour un enfant de 7 ans et ça allait jusqu'à une personne qui avait 78 ans. Donc ça couvre, l'éventail est vraiment très large à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que les personnes qui étaient capables de répondre ne sont peut-être pas toutes les personnes concernées par le Covid long. On se retrouve avec des personnes ici qui sont identifiées comme Covid long sur un groupe de Covid long, mais on a d'autres personnes qui ont des symptômes qui sont sans doute un peu moins handicapants, un peu plus légers, qui ne se considèrent pas spécialement, qui ne sont pas sur les groupes et qui n'ont pas répondu à ce qui est ici au niveau du questionnaire. On a d'autres personnes aussi qui sont alitées, qui n'ont plus aucune énergie et qui n'ont pas eu accès non plus à tout ça. Donc on prend cette donnée-là en considération. Alors en termes de profil médical, on constate que les personnes qui ont répondu, ce sont majoritairement des personnes qui ont été contaminées en 2020. Et donc les personnes sont malades en moyenne depuis 26,1 mois. On va voir aussi qu'elles n'ont pas guéri spontanément. Donc ça, par la suite, on le verra bien. Pour certains, ça fait 43 mois qu'ils sont malades. On a aussi un autre graphique qui nous montre un peu dans la proportion, pouvoir relativiser par rapport à l'impact de la vaccination. Donc on se retrouve avec toutes les personnes avant la vaccination dans la colonne rose qui est là à gauche et les personnes en Covid long en post-vaccination. À la période post-vaccination, on voit que la différence n'est pas énorme. Donc il y a sans doute un impact, mais on ne le remarque pas clairement ici, en tout cas pas comme mesure de prévention par rapport à un possible Covid long. Voilà, en ce qui concerne l'évolution de l'état des personnes, on constate qu'il y a certaines personnes qui se sont améliorées, qui peuvent constater elles-mêmes une amélioration. On en a d'autres qui
constatent une dégradation, mais la majorité, en fait, sont dans un parcours en dents de scie, en montagne russe. À certains moments, ils vont être en amélioration et puis leur état va se dégrader. Ce sont des personnes qui vont peut-être pouvoir imaginer reprendre le travail et puis à un certain moment être coupées et ne plus pouvoir le reprendre et ne jamais pouvoir anticiper finalement sur ce qui va se passer. Voilà. Au niveau des aspects médicaux, on remarque que 90% de personnes qui ont répondu ont un diagnostic formel de Covid long. Et en fait, on remarque que les personnes, elles ont mis plus ou moins 8 mois en moyenne pour obtenir un diagnostic formel. Avec des différences pour celle de 2020, pour lequel il a fallu un peu plus de temps, et pour les suivants, où là maintenant que c'est un petit peu plus connu peut-être, il faut un petit peu moins de temps pour les détecter. Alors, ici, on va voir un petit peu une question. C'est votre médecin généraliste vous apporte-t-il du soutien face au Covid long? Et donc là, on remarque clairement les médecins généralistes sont en première ligne pour dépister et accompagner les patients. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les patients sont réellement suivis. On se retrouve souvent avec des médecins qui sont démunis, qui ne connaissent pas suffisamment, qui sont dépourvus de formation à ce niveau-là de manière spécifique, qui connaissent mais qui attendent un peu des patients de pouvoir revenir avec leurs idées aussi, qui sont intéressés, qui croient, mais voilà, ce n'est pas toujours l'idéal. On attend vraiment, en tout cas, que les institutions puissent être un peu proactives dans les formations des médecins pour se retrouver avec des médecins qui puissent faire leur job de dépistage correctement et avec les informations suffisantes. Ce sera tout bon pour les médecins et aussi pour les patients au niveau de leur reconnaissance. Alors, au niveau de l'importance des médecins généralistes, c'est d'autant plus important. Donc, 1/3 des malades ne sont pas suivis par un spécialiste de Covid long. Ils n'ont affaire qu'à leur médecin traitant ou alors doivent pouvoir aller à l'extérieur. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un caractère assez provisoire des prises en charge. Donc il y a des prises en charge qui vont pouvoir débuter, mais qui n'ont qu'un temps. Il y a X rendez-vous, et puis après, il n'y a plus rien, il n'y a plus de suivi. Or, la maladie existe toujours. Il y a tellement de changements qu'il y a encore plein de questions qui sont présentes. Et on remarque aussi... là, vous le verrez, parce que c'est une dia qui est vraiment, je pense, importante. C'est des patients qui ont été confrontés, mais vraiment très régulièrement, sur des remises en cause de leur diagnostic de Covid long. Il y a eu, et je pense que ça existe encore, une psychosomatisation à outrance, alors que là, maintenant, on connaît les hypothèses explicatives en physiopathologie qui montrent qu'il y a quelque chose au niveau physique, mais on pouvait aller dire, mais non, il y a de la dépression, on vient de vivre quelque chose de terrible, le confinement, etc., ça a dû vous déstabiliser, c'est sans doute ça. Il y a un burn-out, écoutez, à la reprise du travail après autant de temps. Enfin voilà, il y a vraiment eu quelque chose où les patients n'ont pas été crus et pris en considération à ce niveau-là. Ça veut dire que pour vous, c'est une maladie. Oui. Le Covid long est une maladie. Le Covid long est une maladie. Non seulement c'est une maladie, mais c'est une maladie qui devient chronique. Voilà. Et ça devrait être considéré comme une longue maladie. Tout à fait. Clairement. À tout point de vue, tant au niveau de la reconnaissance médicale qu'au niveau professionnel et aussi au niveau des aides financières, parce qu'on a des gens qui se retrouvent dans la précarité, qui doivent faire l'impasse sur toute une série de services auxquels ils faisaient appel quand ils étaient en bonne santé. Et maintenant, non seulement ils se retrouvent avec une perte de salaire, mais en plus, ils ont des frais de santé qui ont augmenté et ils ne peuvent plus avoir accès à des services comme une aide ménagère ou d'autres types de services. Donc c'est un véritable enjeu de considérer que c'est une maladie. Que ce soit reconnu en longue maladie. Tout à fait. Clairement, et on a évolué aussi avec ces demandes, finalement, nous, en tant que patients, parce qu'au finalement, au tout début, on ne croit pas que ça va durer aussi longtemps. On est persuadé que ça va se terminer, parce qu'on ne connaît pas encore, et c'est au fur et à mesure des informations qui nous viennent qu'on apprend qu'en fait, mais non, les choses sont beaucoup plus graves que ce que nous-mêmes, on imaginait au départ, et on doit vivre... Oui, ça, on ouvre les yeux petit à petit, mais je pense qu'on a ouvert les yeux en même temps que le monde médical
Ça s'est fait chemin faisant, sans recul dans un premier temps. Et donc, il y a une ironie un peu optimiste à travers la terminologie de Covid long. Quand on se dit qu'il est long, on se dit qu'il y a une fin quelque part. Mais en fait, a priori, il n'y a pas de fin. Pour le moment, en fait, il y a énormément de patients Covid long qui ne voient pas le bout. Et donc, on tombe clairement dans une forme de pathologie chronique. Donc ça, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir changer de terme et arrêter de l'appeler Covid long, mais de l'appeler Covid persistant ou Covid chronique. Le terme de Covid long a été initié par des patients, en fait, au tout début. Mais c'est vrai qu'à terme, il faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va... De Covid chronique, quoi. Tout à fait. Oui. Alors, ici, je vais vous parler du trajet de soins. En fait, c'est un trajet qui a été initié en Belgique par l'INAMI pour pouvoir permettre aux patients d'avoir un parcours soit monodisciplinaire avec, par exemple, un kiné, soit pluridisciplinaire, kiné, neuropsychologue, etc. Et là, dans les chiffres, on va se rendre compte, en fait, alors que le questionnaire est donné sur un groupe de personnes Covid long. Et on remarque qu'un quart ne sait pas ce que c'est le trajet de soins. Donc au niveau de l'information, ça ne passe pas apparemment du tout chez les patients. Et il y a vraiment un problème de communication, aussi bien envers les malades, mais également aussi avec les généralistes qui ne sont pas suffisamment informés. Et du coup, ça a un impact quand même assez important. Et j'avais entendu aussi que vous êtes à peu près dans la même problématique qu'en France. Même si vous avez, comme il a été mis en place en Belgique, un protocole de soins, avec, comme vous le disiez, d'autres médecins comme les généralistes, les kinés. Il y a quand même un problème qui est persistant aussi bien en Belgique qu'en France, c'est le manque de médecins. Clairement. Oui. Et en fait, ça devient même compliqué. Même si en Belgique, ils ont mis en place un trajet de soins, moi, je me souviens au colloque, quelqu'un qui disait la difficulté, c'est que effectivement, on nous propose ce trajet de soins, mais j'arrive pas à trouver de psy, j'arrive pas à trouver de kiné, j'arrive pas. Donc en fait, il y a aussi cette problématique-là. Oui. Et donc, il y a la problématique, comme partout, qu'il faut des médecins. Oui, tout à fait. Et plus de médecins. Il faut des médecins et il faut de la formation aussi et des professionnels comme les kinés, etc. Parce qu'il y en a qui sont de bonne volonté, qui vont ouvrir la possibilité à des Covid longs de pouvoir y aller, mais ils doivent tout apprendre sur le tas, à la limite avec les patients eux-mêmes pour pouvoir y aller. Je veux dire, on est dans beaucoup de kinés qui ont dû se renseigner. On est sujet au malaise post-effort. Donc si on refait de la revalidation à l'effort, à un certain moment, il y a des malaises post-effort par la suite. Mais si le kiné n'est pas au courant, en fait, il nous rend plus malades que ce qu'il n'aurait voulu au départ en voulant bien faire, où l'inverse est présent. En tout cas, c'est vraiment une coopération, je dirais, malheureuse des patients Covid longs et des médecins, parce que j'ai l'impression que vous apprenez ensemble. Tout à fait. Donc c'est une coopération quand même un peu malheureuse, parce que le patient arrive avec vous, avec ce qu'il cherche, ce qu'il trouve, ses symptômes, et presque des fois propose au médecin, dans mon souvenir, Oui, tout à fait. quelque chose pour aller mieux. Et le médecin cherche aussi de son côté. Et en fait, on a une espèce de coopération presque inversée. Tout à fait. Tout à fait, mais qui peut avoir Et qui du peut sens. amener des choses très bien. Oui, qui peut avoir du sens actuellement aussi de pouvoir être avec des patients experts qui peuvent amener leur expertise aussi aux médecins. Mais pour ça, il faudrait que ça soit structuré. C'est vraiment important de pouvoir mettre des plateformes en place pour faciliter, pour reconnaître un peu. Et puis peut-être, il y a plusieurs types de symptômes aussi sur le Covid long. Oui, Tout à fait. Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient des pertes cognitives énormes. oui, ça c'est la plupart C'est du temps. notre cas. Hein. Et donc ça, c'est pas un médecin traditionnel. Vous voyez, il faut aussi des moyens qu'on n'a pas, quoi. Oui. C'est pas un kiné qui peut répondre à ça. C'est pas une infirmière. C'est pas. Alors, Tout à fait. c'est ça qui est difficile. Et aussi. en l'absence de médecin, on en vient parfois à ne pas se soigner non plus correctement parce qu'à force de chercher, imaginons un neurologue avec où il est suffisamment sensibilisé, à force de chercher, c'est pas évident de voir. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du trajet de soins à part ça qui a été mis en place en Belgique? Parce que je ne crois pas que ça a été mis en place en France. Ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que Je pense patient que Covid? l'initiative de créer un trajet de soins, c'est quelque chose qui est tout à fait chouette. Maintenant, ce qui a été mis dans ce trajet de soins peut être amélioré au fur et à mesure de l'avancement des études, etc.
Oui, je pense qu'il est important maintenant, je ne sais pas exactement quand il a été mis en place, mais il est important maintenant d'en faire l'évaluation, parce que ce qu'on observe maintenant, c'est que non seulement il y a une quantité de patients qui ne connaissent pas l'existence du trajet de soins, il y a aussi une grande quantité de médecins qui ne proposent pas le trajet de soins, peut-être parce que il n'y a pas suffisamment d'incitants pour que, du côté du monde médical, ça reste un outil qui est intéressant, mais il y a aussi un gros déficit au niveau de l'information liée à ce trajet de soins. Donc, à partir du moment où on sait qu'il existe, même à ce moment-là, en fait, on ne trouve pas les informations de manière aussi facile. Par exemple, une liste de personnel soignant qui pourrait répondre aux besoins spécifiques de mon Covid long. Parce que voilà, il y a autant de Covid long qu'il existe de patients pratiquement. Et donc, même l'accès à l'information autour de cet outil reste très compliqué. Donc, je pense qu'il est essentiel maintenant de faire l'évaluation de cet outil, qui est effectivement louable et qui a le mérite d'exister, mais pour l'instant, il est insuffisamment approprié et par les médecins et par les patients. Et pas encore tout à fait adéquat par rapport aux besoins des patients non plus. Oui. Il y a encore des petites, ou de grosses peut-être, d'améliorations, mais en tout cas, il y a moyen d'évaluer. Et pour poursuivre sur l'étude qu'on a menée, il y a tout un volet sur les incidences du Covid long sur le travail qui a été développé. Et donc, on voit que 89% des répondants, donc il y a eu 321 répondants au niveau belge, 89% ont connu au moins une interruption totale de leur carrière. Et donc, la durée moyenne des interruptions est de 15 mois, ce qui est déjà énorme. Si on fait un total cumulé de tous ces mois de travail pour les 321 personnes sondées, on arrive plus ou moins à 3500 mois non travaillés. Et si on extrapole, même si on avait envie, avec toutes les précautions méthodologiques qu'il faudrait avoir, si on avait envie d'extrapoler ce chiffre au niveau mondial, parce qu'on parle de 60 millions de Covid longs quand même au niveau mondial, ça donnerait plus d'1 milliard de mois non travaillés en 3 ans et demi. Donc c'est un enjeu de santé publique qui enjeu semble économique. Hein. Voilà, économique. Oui. Je pense sincèrement que le budget qu'on dépenserait maintenant à fédérer tous les acteurs autour d'une stratégie qui ait du sens pour le Covid long et fédérer la recherche, les médecins, les patients et le monde politique coûterait beaucoup moins cher que ce que ça coûte en nombre de mois de travail non exécuté, quoi. Voilà. Et donc, les gens sont passés d'une moyenne hebdomadaire de 34 heures de travail à plus ou moins 10 heures de travail. Donc ça, c'est pour les patients Covid long. Et alors, il faut bien se rendre compte que ce sont les chiffres aujourd'hui. Donc, l'étude a été menée entre juillet et septembre de cette année. Mais ça continue, ce sont des chiffres qui continuent de croître, puisque, entre-temps, les gens ne sont pas guéris et les nouveaux patients Covid long se rajoutent aux anciens patients Covid long. Donc, on recense les tout premiers patients Covid long, effectivement, déjà en 2019. Et c'est une croissance qui est continue. Donc c'est un problème qui est un problème de long terme. Si on passe à la slide suivante, on voit que le taux de perte d'emploi lié au Covid long. Donc la question qui était posée était depuis que vous êtes atteint de Covid long, avez-vous pu reprendre une activité professionnelle à temps plein? Seulement 7% des personnes ont répondu oui. Donc le reste des personnes travaillent soit à temps partiel, soit n'a pu reprendre du tout son activité. Et ça représente quasiment la moitié des personnes qui n'ont pas du tout pu reprendre une activité. Est-ce que des gens ont perdu leur emploi à cause du Covid long? Oui. Et un grand nombre, parce que ça représente un quart des patients Covid long qui ont perdu leur emploi à cause de leur maladie ou qui ont reçu des menaces qui sont des menaces concrètes de la perte de leur emploi.
En termes de représentativité des professions dans le Covid long, on a la moitié des patients qui sont des professions de première ligne pendant la pandémie. Et donc ça, c'est un véritable enjeu. Les aides-soignants, effectivement, tout le personnel soignant, mais aussi les enseignants, voilà, tout ce qui concerne le service public a été fortement touché, avec des gens qui se retrouvent, comme vous le disiez tout à l'heure, avec aujourd'hui une situation où ils ne peuvent pas faire reconnaître cela comme une maladie professionnelle. Donc ça, c'est quand même terriblement gênant. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces personnes sont allées au casse-pipe en les envoyant en première ligne pendant la pandémie? Je pense qu'on peut le dire. Sans protection. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un enjeu aussi, voilà, c'est un enjeu considérable de la question du Covid long. Alors, il y a un autre volet qui est extrêmement important dans la gestion aujourd'hui du Covid long, ce sont tous les aspects financiers. Donc, les aspects financiers au niveau macro, c'est-à-dire toutes les dépenses que ça engendre de garder les gens en arrêt maladie, mais aussi des aspects financiers au niveau individuel. Et on a une grande quantité de patients, en tout cas les répondants ici de notre questionnaire, qui affirment avoir de très grosses difficultés financières. Et donc, la préoccupation financière est importante pour les malades. Et on a la moitié des personnes sondées qui aujourd'hui ont cette inquiétude, plus de la moitié qui ont cette inquiétude financière qui s'ajoute à la charge du Covid. Donc oui, mais parce que ça vient de la reconnaissance que c'est une maladie, que c'est une maladie chronique qui prend du temps. C'est comme regarder les cancers, c'est pareil. Oui. Si c'est pas pris à long terme, ben les gens ils sont remboursés plus d'un an et après ils font comment? Voilà. Oui. Donc c'est sûr que c'est des doubles peines, quoi. Voilà, c'est ça. Effectivement, double peine. On le voit. Alors, il y a même des gens qui ont dû emprunter de l'argent pour faire face au Covid long. Dans notre sondage, on voit qu'un quart des personnes ont dû soit pomper dans leur épargne ou faire un emprunt pour pouvoir assurer leurs soins de santé. Est-ce que des gens ont dû renoncer à des soins ou à des aides? Oui, très clairement. La moitié quasiment des répondants affirment avoir dû renoncer à certaines formes de soins. Donc on ne peut même pas prétendre de pouvoir se soigner correctement. Donc ça maintient les gens dans une situation de malade. Voilà. Et sinon, on a exploré aussi le volet plutôt social et toute l'incidence que la maladie peut avoir au niveau familial et au niveau relationnel, avec différents degrés de handicap. Il y a des gens qui sont très handicapés, d'autres qui le sont moins, mais tous, quasiment tous, affirment qu'en fait, ça rend les activités sociales habituelles difficiles, voire impossibles, et ça met les personnes dans un isolement qui est certain. Si on a un entourage familial qui est suffisamment bienveillant et suffisamment informé autour du Covid long, alors on peut espérer avoir certaines formes d'aide. Mais comme l'information autour du Covid long ne passe tellement pas, en fait, c'est très compliqué pour certaines personnes d'avoir même un soutien moral. Donc voilà, on est dans une forme de précarité, pas seulement au niveau des moyens, mais aussi au niveau social qui est énorme. Et donc, on a aussi posé la question de savoir si la maladie avait une incidence sur la capacité des familles, enfin des personnes qui ont des enfants à prendre soin de leurs enfants et de leur famille. C'est tout à fait évident. Il y a des témoignages qui sont vraiment tristes, où des gens ont la sensation de faire partie des meubles de la maison, ne font plus partie en fait du quotidien familial parce qu'ils sont handicapés. Voilà. Et donc ça c'est, on peut même voir sur la page Facebook des Covid longs de Belgique. Francophones, parfois des signaux vraiment très alarmants de gens qui parlent de suicide, de gens qui parlent d'euthanasie, parce que ça met les gens dans une situation extrêmement difficile à tout point de vue. Une vraie souffrance, quoi. Une vraie souffrance. Ouais. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous proposez là? Parce que
Là, c'est un tableau terrible. Oui. Est-ce qu'on n'a pas l'explication Tout au à niveau fait. du Covid? Pourquoi le Covid long? Et on voit bien que vous dites presque chaque Covid long a son trajet de soins particulier. Donc, qu'est-ce que nous, politiques, on pourrait pousser, on pourrait proposer pour répondre à ce travail incroyable que vous avez fait sur tous ces gens qui ont le Covid long? Au travers du questionnaire, on a relevé sur 3 piliers des propositions de la communauté des patients, des propositions qui sont vraiment d'ordre médical, des propositions qui sont plus d'ordre de la sphère professionnelle et des propositions qui sont vraiment politiques. Alors au niveau médical, ce qui semble essentiel, c'est une sensibilisation massive et obligatoire des médecins. Voilà, les médecins de première ligne, les généralistes, mais aussi les différentes expertises médicales qui gravitent autour de la maladie, et il y en a beaucoup. Sur la question du trajet de soins, donc ça c'est vraiment spécifique à la Belgique, on en parlait tout à l'heure, c'est évaluer l'instrument qui a été mis en place. Il y a un enjeu qui semble aujourd'hui fondamental, c'est sortir du déni globalisé autour du Covid long. Le Covid long est une maladie, c'est en train de devenir une maladie chronique. Et en fait, on assiste toujours à des situations où des patients se retrouvent devant des médecins qui ne les croient pas. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qui doit absolument se terminer maintenant. Donc on psychologise très très fort le Covid long. En faisant ça, on responsabilise le patient et on se déresponsabilise. Ça ne va pas. Et de sortir du déni aussi que là, encore actuellement, à partir du moment où il y a des infections à Covid qui continuent, il y a la possibilité, pas dans le sens positif, de contracter encore et de développer des symptômes de Covid long. On n'est pas à l'abri de ça. Et du coup, il n'y a pas encore d'informations suffisamment claires non plus là-dessus et de systèmes de prévention par rapport à tout ça. Alors que on se retrouve quand même tous dans des situations qui sont extrêmement graves. Et moi, parfois, je me dis, mais si d'autres l'attrape encore. Moi, je suis horrifiée de voir. Et je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent aussi. Et donc là, je pense qu'il faut sortir du déni aussi. C'est à nous aussi, politiques, à faire aussi des événements comme là, et à parler, et à vous faire parler, et à faire connaître, en fait. On peut être, on doit en tout cas être des transmetteurs de votre information et de l'information. Pas que des dénonciateurs de problèmes, mais aussi des transmetteurs d'informations. Tout à fait. Et c'est aussi, je pense, outre peut-être que vous demanderez aussi aux politiques dans vos demandes, je pense que c'est de notre rôle et de notre devoir, d'une façon à ce que la santé publique aille bien, et aussi, comme vous le dites, vous êtes, entre guillemets, des lanceurs d'alerte. Tout à fait. C'est à nous aussi de dire, attention, voilà ce qui peut se passer, attention... Est-ce qu'on peut essayer d'anticiper? La politique, c'est anticiper normalement. Ça nous est tombé dessus. C'est comme ça. Mais maintenant, peut-être maintenant qu'on sait, on doit anticiper, je pense que prévenir. Et après, que vous ayez des demandes qui soient très claires et qu'on peut peut-être aussi avec d'autres collègues. Parce que là, on est Michel, mais c'est vrai que d'autres collègues aussi sont avec nous. Et au niveau de la recherche, parce que, si vous voulez, moi, je sens une souffrance incroyable. En plus de ne pas savoir exactement ce qu'on a, c'est terrible. Parce que quand on sait ce qu'on a, bon, vous pouvez dire, il y a peut-être certains médicaments, il y a peut-être certaines thérapies qui vont m'aider. Et qu'en est-il de la recherche fondamentale? Parce que moi, j'ai entendu dire plusieurs choses. Que, le Covid long, on peut l'expliquer par le fait que le virus reste dans l'organisme. Et à des moments, si vous voulez, il se réveille en quelque sorte, il est atone et puis il se réveille, d'où les symptômes un peu en dents de scie. Et puis d'autres qui disent que c'est plutôt dû à la fabrication de la protéine spike, parce que cette protéine spike qui est issue du virus est toxique. Et là, ça aussi, c'est assez intéressant, parce que si c'est dû à la toxicité de la protéine spike, ça pourrait expliquer que des gens qui ont été vaccinés présentent des effets secondaires comparables au Covid long. Alors, est-ce que vous avez des éléments là-dessus ou pas?
Alors on peut remarquer qu'il y a des symptômes qui peuvent arriver post-vaccination alors que les personnes au départ ne sont pas dans le cadre d'un post-Covid en quelque sorte. Donc il y a des personnes qui peuvent le développer. Maintenant au niveau des hypothèses explicatives, il y en a plusieurs. La persistance virale en est une. Il y a encore d'autres. Il y a des changements au niveau du microbiote intestinal. Voilà. Il y a vraiment... Le Covid long, c'est une maladie, on est au clair que sur le fait que c'est multisystémique. Ça touche plusieurs systèmes et c'est là qu'il faut aussi pouvoir intervenir. On ne peut pas rester avec une recherche qui ne cible qu'un élément à la fois. À un moment, il va falloir qu'on puisse réunir les personnes et qu'il y ait une vision systémique de ce qui se passe, que les médecins puissent se parler. Une plateforme, quelque chose Par exemple, qui puisse créer une plateforme avec plusieurs spécialistes à différents degrés territoriaux. Avec des patients experts. Voilà, tout à fait. Ouais. À différentes échelles territoriales, à un niveau local, pour que le patient puisse, sans devoir faire trop de kilomètres, pouvoir s'adresser aux bonnes personnes et avoir l'information directement à proximité, mais aussi à d'échelle internationale, pour que les informations transitent. Il y a un véritable enjeu de partage de l'information, de communication, mais aussi il y a un enjeu de translation entre la sphère de la recherche et la pratique clinique. En fait, Et c'est important vraiment d'aller traduire toute la recherche fondamentale au niveau de la clinique, qui est vraiment quelque chose qu'on puisse faciliter cette traduction-là pour qu'il y ait une rapidité d'action aussi et que les choses soient beaucoup plus fluides, qu'on ne doive pas attendre quelques mois avant que les choses ne se mettent en place. Oui, plus d'interaction entre le monde médical et les patients aussi. Voilà, tout à fait. Parce que ça me fait penser au VIH. Clairement. Je trouvais que les patients là étaient beaucoup plus actifs dans la prise en compte du soin et qu'on n'était pas en attente de ce qu'allait amener forcément le médecin. Et là, je trouve qu'on est un peu dans la même situation parce que vous savez plein de choses. Ici, on se rend compte que finalement, on a souvent des connaissances qui sont larges parce qu'en fait, on est un peu au niveau du centre, en quelque sorte. On va rechercher partout les informations. Un médecin n'a pas le temps de faire tout ça. Et donc, je pense que nous, on pourrait communiquer clairement à certains endroits, structurer, etc., toutes les informations qu'on peut. En fait, il faut aller voir sur la page des Covid longs Facebook. En réalité, tout est là. Toutes les informations sont là depuis déjà le début de la pandémie. Et c'est un centre d'information qui est extrêmement important au niveau de la transmission des informations, mais aussi c'est une plateforme de solidarité qui permet à chaque patient de se sentir moins seul dans son problème, parce que s'il doit se référer à la manière dont les choses sont organisées de façon plus officielle, alors là, il déprime. On dit souvent que le Covid long, en fait, c'est quelqu'un qui souffre de dépression. Mais en fait, la dépression, elle est induite. Induite par l'isolement. Voilà. Tout à fait, oui, clairement. Et par plein de questions. Si Et les on incapacités. résume, faire une grosse campagne de communication Totalement. Oui. en disant le Covid long est une maladie chronique, une maladie complexe. Alors, on n'a pas la même d'un individu à l'autre. Mais ça peut être ça, quoi. Parce que je pense à tous ces gens qui se posent la question, qui vont voir des médecins qui connaissent mal le problème, et ils sont complètement démunis, quoi. Tout à fait. Ils ont leur souffrance, leur mal, mais ils n'ont pas de solution. Bon, une information très importante. Claire. Une formation de tous les médecins, spécialistes et médecins généralistes, pour que vous soyez pris en compte. Il faut rompre avec ce déni dont vous parlez. C'est ça. Troisièmement, faire de la recherche, mais une recherche plateforme, c'est-à-dire faire la rencontre de tous ces médecins qui étudient le Covid pour trouver des solutions. Avec les patients. Avec les patients. Tout à fait. Et dans la plateforme, je mets bien les patients. Et puis après, il y a tout l'aspect, je dirais, professionnel, c'est-à-dire que ça soit reconnu comme maladie professionnelle, parce que vous avez souligné Sur les que soignants, c'est les premiers... de cordée. de Corté, comme tu dis, mais je pense aux instituteurs, je pense à tous ces gens qui ont pris le Covid long et qui se trouvent dans des situations financières, comme vous dites, terribles. Ou mis en incapacité, Exactement. sans rien derrière. Donc ça, je pense Ou à que la retraite. on peut aider aussi, par l'intermédiaire des clairement. syndicats aussi. C'est fort poussé. Vous voyez, de pousser ça pour qu'il y ait cette reconnaissance. Mais si on Que ça fait puisse être déjà reconnu ça, comme une maladie longue durée, je pense qu'il y a... Une affection c'est déjà... longue durée.
Maladie professionnelle et de longue durée. Et étudier, je pense qu'étudier les impacts de long terme aussi de cette problématique est essentiel aussi pour voir venir un petit peu le futur en sachant que c'est un problème cumulatif. Puisque c'est une maladie chronique, eh bien, les patients vont continuer de se rajouter les uns aux autres. Ouais. Donc, au final, voilà, si on a de plus en plus de patients en Europe, voilà, un des symptômes principaux du Covid long, c'est la perte de facultés cognitives, une fatigue colossale, donc des gens qui finalement n'ont plus l'usage de leur cerveau. Voilà, donc pour une économie de la connaissance, ça risque de poser un petit souci. Non, mais c'est terrible ce virus quand même. Hein. Ça a des conséquences qu'on n'imagine pas parce que perdre nos moyens cognitifs, ben, c'est perdre son boulot, c'est perdre... Tout à fait. Et puis c'est perdre même le cohésion familiale, c'est être un poids, c'est... Ouais. Enfin, moi, j'ai eu des témoignages durs. Hein. J'avais l'impression que ça allait jusqu'à la mort, quoi. Il y a une urgence à faire ça, quoi. Hein. Et c'est perdre confiance en soi. Ouais. Bah oui, avoir des problèmes cognitifs, c'est aussi perdre confiance en soi. Tout à fait. Et le regard de l'autre est assez compliqué. Et dans les familles, notamment, je me souviens de cette dame qui témoignait au niveau du colloque. Elle était à la fois incroyable de justesse et incroyable de tristesse, en tout cas. C'était assez terrible. Mais j'ai envie de vous poser une question, puisque toutes les deux, vous êtes Covid long. Comment ça va? On va faire attention de ne pas pleurer. Oui, c'est ça. Souvent, on me demande qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire-là. Et clairement, ce sourire-là, moi, j'en ai besoin. Si je ne l'ai pas, c'est clair que ça part en cacahuète complètement. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent venir. Moi, des échanges comme on peut avoir ici, et savoir que l'idée qu'il y ait des avancées, qu'il y ait peut-être des engagements qui soient faits par rapport à nous, ça me fait déjà beaucoup de bien. Oui, je trouve que... Mais bon, c'est très dur. C'est très dur, c'est une vie sans musique, c'est une vie sans resto, parce que je ne peux plus supporter. Ici, c'est déjà compliqué de pouvoir faire attention. C'est de pouvoir chaque fois mesurer. Moi, mes enfants sont en côte, ben, je ne sais pas leur téléphoner la semaine si j'ai d'autres coups de téléphone. Parce que sinon, c'est trop au niveau charge mentale. Enfin, charge cognitive, pas charge mentale. Ils me sont fait une charge mentale, mais charge cognitive. Donc, ça change fort la vie. Et oui, donc effectivement, c'est quelques rêves qui s'écroulent au passage, toute une carrière qui a été construite comme... des espoirs de guérison qui s'écroulent. Bon, c'est difficile, mais comme dans toute maladie, il y a un peu qu'une solution à un moment donné, c'est l'acceptation. Mais nous, on a encore la chance d'avoir une vie derrière nous. Mais moi, je pense aux enfants et à la problématique du Covid long pédiatrique. Ça, c'est très inquiétant parce qu'il y a des petits bouts de 7 ans qui répondent avec leurs parents au questionnaire. Ils sont dans des états... et eux, ils n'ont même pas encore commencé leur vie. Donc, voilà. Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose pour nos enfants ou est-ce qu'on va laisser les choses comme ça, sans rien faire et rester dans le déni? Voilà, moi, Mais je voudrais vous remercier, moi, parce que vous avez pris une initiative qui est très intéressante, qui est très structurée et qui nous pousse, nous, Anne-Sophie, moi, et puis tous les politiques qui sont engagés sur ce combat, à pousser pour qu'il y ait une fin. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se dire ce sera une maladie chronique et on va se... et on va vivre avec, et terminer, c'est comme ça. Il faut que, par rapport à la recherche, par rapport, vous voyez, à des moyens incitatifs, par rapport aux échanges, comme vous avez dit sur le site, il y a plein de choses que vous avez parce que vous apportez un plus dans l'évaluation de votre propre maladie, mais aussi vous apportez aussi des solutions. Et ces solutions, il faut qu'elles soient entendues par le corps médical et au-delà pour que vous soyez pris en compte. Enfin, en tout cas, c'est notre engagement. Merci à vous. Vraiment, merci. Et puis, on continuera ce débat avec des spécialistes, que ce soit en France ou ailleurs, pour qu'on trouve des solutions. Parce qu'on ne va pas vous laisser comme ça. Dans les doigts.
Et puis, ça vous est arrivé, ça va arriver à d'autres, ça peut Certainement. nous arriver aussi. Ouais. Donc c'est un cas de force majeure, c'est un cas de santé publique. Tout à fait. En tout cas, Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci Michel. Merci à toi.